Bonjour et bienvenue à tous dans le monde des livres fantastiques. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter l'interview de la plus grosse maison d'édition française. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit? Eh oui. Toi aussi, Mickey, t'as envie de savoir quelle est cette maison d'édition? Allez, je vous donne un indice. Cette maison d'édition est la première en termes d'édition de livres par an. En effet, cette maison d'édition imprime 3000 livres par an. Alors, 3000 livres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça donnerait à peu près ça. Bref, beaucoup de livres. C'est un peu la bibliothèque dans La Belle et la Bête, pour ceux qui s'en souviennent. Il s'agit des éditions L'Harmattan que nous avons rencontrées avec mon équipe. Alors, pourquoi nous sommes-nous intéressés à cette maison d'édition? Tout simplement parce qu'en janvier 2019, cet éditeur a décidé d'ouvrir une collection, Miroir du réel, consacrée à la littérature de l'imaginaire. Nous sommes donc partis à la rencontre de Benoît Macquart, directeur de cette collection, qui nous a expliqué les raisons de la naissance de cette collection et nous en avons profité pour lui demander son point de vue sur les défis du livre à venir. Actuellement, sans parler de la pandémie et du Covid qui sont des nouveaux challenges pour nos sociétés, il y a évidemment la place que prend de plus en plus le numérique dans nos vies et particulièrement pour le milieu du livre. C'est parti, on écoute les réponses de Benoît Macquart. Bonjour, je suis Benoît Macquart, je dirige la collection Miroir du réel, qui est la collection de littérature de l'imaginaire de l'Harmattan. C'est une collection que j'ai ouverte l'an dernier, en janvier 2019. Pour l'instant, on a publié 12 livres, essentiellement en science-fiction, mais il y a aussi du fantastique, il y a aussi des imaginaires qui ne sont pas occidentaux, un recueil de contes japonais qu'on voit juste là, qui s'appelle L'Histoire tombée d'un éventail. C'est une collection que j'ai créée pour sortir un petit peu les littératures de l'imaginaire du carcan de la littérature jeunesse, parce qu'on a encore tendance à un petit peu trop à considérer la science-fiction, la fantasy comme une littérature pour enfants ou jeunes adultes, comme si Le Seigneur des Anneaux était une œuvre pour enfants, ce qui est un concept que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender. L'ambition de cette collection, c'est de montrer qu'on peut dire des choses un petit peu profondes, de faire de la vraie littérature avec ces livres. Je crois qu'on vit une époque qui est vraiment intéressante actuellement. Bon, elle est évidemment très inquiétante et la crise qu'on traverse le montre. Il y a déjà des libraires, des éditeurs qui ont dû fermer boutique, d'autres qui sont dans qui ont des grosses difficultés. Par contre, celui qui pourra à l'avenir, j'espère en tout cas pour eux, réussir à sortir son épingle du jeu, ça va peut-être être l'auteur, mine de rien, parce qu'on a aujourd'hui un secteur éditorial avec des très gros éditeurs qui sont gérés eux-mêmes par des très gros groupes. Par exemple, le groupe Hachette, qui est le plus gros éditeur en France, est propriété du groupe Lagardère. Le groupe Editis, c'est propriété de Vivendi. Et ces très gros groupes qui doivent en plus composer avec Amazon, c'est une époque qui a un petit peu une guerre. C'est ça, on vit une époque de guerre, je pense, dans le livre. Et puis on a surtout les auteurs sont dans un système de revendication vis-à-vis de leurs droits, parce que beaucoup d'auteurs estiment ne pas toucher assez, ce qui est vrai. En moyenne, un auteur gagne à peu près 900 € par an sur son travail, ce qui est évidemment très peu. Pour connaître l'avenir du monde du livre, je pense qu'il faut regarder du côté des auteurs auto-édités. Il y a beaucoup de choses à trouver chez les auteurs auto-édités. Certains qui vont se faire récupérer par des gros éditeurs, d'autres qui vont inventer des nouvelles manières de vendre un livre. À mon avis, l'auto-édition, c'est un foyer de créativité incroyable qu'on ne doit pas sous-estimer, en particulier dans la littérature de l'imaginaire. Nous avons décidé d'interroger les éditions L'Harmattan sans tabou et nous avons posé des questions un petit peu plus indiscrètes. Nous nous sommes intéressés notamment au type de contrat et à la politique de contrat qui est en vigueur chez les éditions L'Harmattan. En effet, quelle est la rémunération des auteurs? Nous avons posé toutes les questions possibles. Je vous laisse écouter la réponse. Le contrat Harmattan, c'est un contrat qui est très particulier. Comme beaucoup d'éditeurs, c'est un contrat qui est évolutif. Ça veut dire que le pourcentage de droits d'auteur va augmenter au fur et à mesure
mesure des ventes. La principale différence, c'est que le contrat Harmattan part à 0%. Généralement, en moyenne, dans l'édition française, on part à 10%. Là, l'Harmattan part à 0%. C'est-à-dire que de 0 à 500 exemplaires vendus, l'auteur ne touchera pas de droit d'auteur. Ce qui peut paraître, et de fait n'est pas très sympathique pour l'auteur, mais parce que ça repose sur une logique économique de l'Harmattan qui est assez unique en France, pour pas dire unique au monde. C'est que l'Harmattan, qui est la maison qui publie le plus de livres en France, a éliminé une problématique essentielle pour les éditeurs, qui est la vente. C'est-à-dire qu'un éditeur, normalement, il a besoin d'être rassuré au moment où il met sur le marché un livre. Quand on a un auteur qui vend 2000 exemplaires, voilà, l'exemple typique, c'est un livre d'une personnalité politique qui est pourtant assez connue, qui est paru chez un grand éditeur récemment, qui s'est écoulé à 2000 exemplaires, ça a été un fiasco absolu. L'Harmattan, avec sa logique, peut se permettre de publier un auteur qui parle d'un sujet qui n'intéresse que très peu de personnes, ce qui est incroyable, c'est prodigieux. On peut dire vraiment ce qu'on veut sans avoir à se soucier d'avoir une large audience. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'Harmattan publie n'importe quoi. Au contraire, la plupart des directeurs de collection de l'Harmattan sont des universitaires qui maîtrisent très bien leur sujet et par conséquent vont pouvoir publier des travaux qui sont extrêmement pointus mais qui vont pas toucher un lectorat très large, et ça l'Harmattan peut le faire. Mais pour ça, il y a une contrepartie, c'est que l'auteur ne touche pas de droit d'auteur avant d'avoir atteint ces fameux 500 exemplaires vendus. Donc c'est toute la logique de ce système-là. Publier en masse pour tous ceux qui ont des choses à dire, des choses intéressantes à dire, puissent le dire, sans avoir à se soucier de parler à des millions de personnes. J'espère que ces premières réponses vous ont intéressé et vous ont appris des choses sur le monde du livre et des professionnels du livre notamment. Nous avons posé davantage de questions à Benoît Macquart, qui représente les éditions L'Harmattan, sur la place de la littérature fantasy fantastique dans le monde du livre actuellement. Et oui, c'est vrai que la littérature de l'imaginaire reste un genre à découvrir encore en France, même si on connaît les plus grands auteurs, J.K. Rowling avec Harry Potter évidemment, ou encore J.R.R. Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Pour le grand public, cette littérature n'est pas toujours aisée. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est encore une littérature qui est réservée aux enfants, alors que Le Seigneur des Anneaux, on peut pas vraiment dire que c'est un roman pour enfants. Ou sinon, je peux vous raconter quelques petites anecdotes de dédicaces où un jour, en discutant avec des gens qui passaient dans la librairie, je leur ai présenté mes ouvrages en leur disant que j'écrivais du fantastique. Réponse d'une dame qui me dit « Ah mais non, moi je n'aime pas le fantastique, je déteste Stephen King. » Or, Stephen King, oui, c'est du fantastique, mais de l'horreur. Ça n'a rien à voir avec Croyez-vous aux licornes, ça je peux vous le garantir. On écoute les explications de l'Harmattan sur la littérature fantasy. L'imaginaire représente un petit peu plus de 1% de tous les livres qui vont paraître chaque année, mais le chiffre d'affaires global de ce type de littérature, c'est à peu près 3% du marché du livre. Preuve quand même d'une bonne santé et preuve que les fans de ce genre de livres sont encore nombreux et probablement chaque jour plus nombreux, qui est rassurant pour le secteur et pour la littérature en général, je trouve. L'imaginaire souffre encore de sa réputation de littérature jeunesse, ce qui est regrettable, mais ce qui me pousse à continuer à travers cette collection. Je leur dirais que ce serait prendre le temps de découvrir à la fois de nouveaux univers richissimes comme seul l'imaginaire peut le proposer, mais en même temps de découvrir des nouvelles plumes de gens qui ont autant d'attachement à l'idée de créer un univers nouveau que de le faire avec un vrai travail d'écriture. Je crois que ce sont des gens qui sont attachés à la littérature de l'imaginaire comme moi, dans le sens où c'est autant de l'imaginaire que de la littérature. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est regrettable. D'autres choses pour découvrir la collection, ce seraient les événements que j'organise régulièrement à l'annexe du Lucernaire, qui appartient à l'Harmattan, dans lequel on fait des soirées qui sont un peu assez folles en général. Je fais venir des amis musiciens, je fais de la mise en scène, je me mets moi-même en spectacle pour surprendre les gens, leur donner des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, parce que c'est ce que j'attends de l'imaginaire. C'est aussi l'opportunité de rencontrer des auteurs qui sont des personnalités géniales. Soit des auteurs de science-fiction comme Élie Maucourant, qui a écrit Warm Blue, qui est une saga et qui a un ton un petit peu à la Dantec, qui est à la fois sombre et folle. C'est aussi l'opportunité de découvrir des gens comme Cyril Skesulken, qui a écrit une saga, donc on a le tome 2 qui sort en juin, Fatalis, avec un ton qui est pas sans rappeler Lovecraft, mais dans un univers médiéval hyper recherché. Je vous emmène dans des aventures incroyables. C'est aussi l'opportunité de voyager et d'aller à la rencontre de gens comme Sandrine Garbuglia, qui a traduit et adapté des contes de la tradition Rakugo. Le Rakugo, c'est du stand-up japonais, pour faire simple, des contes, des histoires drôles, des histoires à chute, dans un univers qui est hyper japonais. Je vous conseille vraiment au moins ces 3 livres-là. Tout le reste de la collection, bien sûr, mais ces 3 livres-là vous permettent de voir l'éventail de ce qu'on peut mettre dans cette collection.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous arrivons déjà à sa conclusion. Grâce à la participation des éditions L'Harmattan, nous en savons désormais un petit peu plus sur la littérature de l'imaginaire et la place du livre et les défis à relever dans les années à venir. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et surtout, dites-moi dans les commentaires quel est le livre fantastique que vous préférez. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout, cliquez sur la petite cloche bleue pour être prévenu lors d'une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très vite avec de belles surprises à venir. Ciao ciao!